L'affaire des Gitanos, chronique d'une flambée raciste à Toulouse à la fin du XIXe siècle. Emmanuel Sitou est anthropologue spécialisé dans les études tziganes. À l'occasion de l'une de ses nombreuses recherches, elle a fait la découverte d'un fait divers datant de 1895, aujourd'hui totalement absent de la mémoire toulousaine, mais qui, à l'époque, a connu un grand retentissement. Ce fait divers, qui met en lumière les rapports difficiles qui pouvaient exister entre la jeunesse ouvrière de Toulouse et la communauté tzigane à la fin du XIXe siècle, Emmanuel Sitou en a fait la chronique dans un texte publié en 2007 au sein de la revue Études tziganes. C'est donc à partir de ce récit que nous allons essayer de comprendre les relations quelquefois conflictuelles que nous pouvons avoir avec la communauté des gens du voyage, mais aussi comprendre les représentations souvent fantasmatiques qui sont à l'origine de la stigmatisation dont cette communauté est encore victime. Alors que dire de l'affaire des Gitanos? D'abord que c'est le nom d'une affaire judiciaire. Emmanuel Sitou, anthropologue. En 1895, en plein été, sur la place du Capitole, un bal est donné, s'y retrouvent les jeunes gens et en particulier les bandes de faubouriens. C'est-à-dire qu'à l'époque, mais comme dans de nombreuses époques et comme aujourd'hui, chaque quartier avait sa bande de garçons qui revendiquaient cette identité, cette appartenance au quartier qui pouvait se distinguer notamment par le port de chapeau. Et au cours des bals, bien entendu, on se bagarre. On se bagarre pourquoi? On se bagarre pour une fille, on se bagarre pour un regard mal perçu, etc. Et ce soir-là, ça va éclater entre un ouvrier maçon, Bombaï, et un gitan, Paul Baptiste, dit le Rabais. Donc ils s'empoignent, ils roulent à terre, et quand ils se relèvent et qu'on les sépare, on se rend compte que Bombaï a un œil crevé. Et de là va se développer une haine contre les gitans de Toulouse, une haine qui va exciter la population jusqu'à la soulever pour chasser tous les gitans, et en particulier les gitans du quartier San-Soubra, qui est actuellement le quartier Saint-Cyprien. C'est historiquement le quartier des exclus, c'est le quartier des hôpitaux, c'est le quartier des abattoirs. En 1832, on construit les abattoirs à Toulouse et là, progressivement, les gitans vont se sédentariser autour des abattoirs. On dit qu'ils y récupèrent la tripaille. Alors ces gitans se sédentarisent, occupent des maisons d'ouvriers avec d'autres pauvres de la ville de Toulouse, avec également des immigrés. Ils vont vivre du maquignonnage, les femmes vont vendre des épingles et mendier sur la place du Capitole, et ils resteront dans ce quartier jusqu'à la réhabilitation du centre-ville de Toulouse, c'est-à-dire jusqu'en 1954, au moment de la destruction du bidonville du Pont des Catalans, qui était essentiellement peuplé de gitans, avec une délocalisation de la population sur le terrain de Ginestou. Que sont les gitans? D'où viennent les gitans? On ne sait d'eux que leur roulotte, leur goût de la route, leur solitude. L'homme est chaudronnier, les femmes devineresses, comme si par un étrange mystère, cette race détenait les secrets de la vie. Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes? Alors ce sont essentiellement des jeunes qui vont s'autoproclamer meneurs. Emmanuel Sitou, anthropologue. Qui vont placarder des affiches dans tout Toulouse, appelant au rassemblement pour essayer de résoudre ce qu'ils appellent la question gitane. Et ils vont se retrouver avec la population toulousaine dans des salles pour faire des réunions et élaborer des plans pour essayer de
de chasser tous les gitans de Toulouse. Il y a une exaspération qui est entretenue en plus par la presse locale, en particulier le Télégramme et la Dépêche du Midi, qui quotidiennement vont publier des articles en stigmatisant les gitans, en véhiculant toutes sortes de préjugés à leur égard, et donc en alimentant les représentations de la population et surtout un imaginaire collectif. Donc ça va contribuer petit à petit, les jours passant, à vraiment exciter les âmes. Oui, parce que la police mène son enquête et c'est en parallèle que tout ça se passe. Voilà, la police mène son enquête et d'ailleurs, la population soutenue par la presse va soupçonner la police d'inefficacité, voire même de protection envers les gitans. Or, l'enquête piétine, elle piétine parce que le rabbé, suite à la bagarre, a disparu, on n'arrive pas à le retrouver, on le cherche partout, des pistes n'aboutissent pas, donc immédiatement on dit que la police est manipulée par les gitans. Est-ce que la police les protège ? Alors, elle est obligée de les protéger parce que c'est quand même relativement violent, c'est-à-dire que ce sont des centaines de personnes qui vont battre le pavé jusqu'à Sainte-Soubra, armées de bâtons, très excités pour donc mener cette chasse aux gitans. Ils vont arriver dans le quartier, ils vont détruire les portes, ils vont rentrer dans les habitations, jeter, brûler le mobilier, une roulotte sera jetée dans la Garonne, on empoigne les gitans que l'on croise, donc évidemment, la police est obligée d'intervenir et de les protéger. Est-ce que c'est circonscrit au quartier Saint-Cyprien ou est-ce que, parce que j'imagine qu'on peut trouver des gitans un petit peu partout à Toulouse, est-ce que d'autres vont être victimes de ça ? Alors effectivement, il y a le quartier Sainte-Soubra qui concentre la part la plus grande de la population gitane, mais on trouve également des gitans dans le quartier de la Colonne et le quartier Marengo. Et au sein du quartier Marengo, des gitans seront également pourchassés. Dans ce contexte de méfiance vis-à-vis des étrangers, les préfets vont demander que l'on recense tous les gitans. Mais ça, c'est vrai pour toute la France, hein, c'est-à-dire que c'est une grande campagne de recensement qui est lancée sur l'ensemble du territoire. On va demander d'ailleurs à ces préfets, hein, l'État va demander à ces préfets d'y accorder la plus grande attention. Donc, au cours de ce recensement, on va établir des listes nominatives. Certains gitans feront l'objet de listes individuelles dans lesquelles on va avoir des éléments d'état civil, mais au-delà de ça, on va avoir également des éléments très personnels sur l'individu, à savoir son degré de moralité, sa religion et évidemment son passé judiciaire. Donc ces listes, elles sont consultables aux archives départementales. Encore une fois, comme c'est souvent le cas avec les populations de Tziganes, nous avons peu de documents historiques à disposition pour essayer un peu de reconstituer le contexte dans lequel ils vivaient. Et c'est bien souvent à partir de documents judiciaires ou juridiques que l'on arrive à avoir des éléments. Or, ceux-là sont extrêmement précis par rapport aux conditions de vie, mais également, par exemple, à l'apparence, puisque les éléments vestimentaires étaient extrêmement détaillés, etc. Donc, grâce, malheureusement, à ces documents, nous possédons des éléments d'approche des populations gitanes au XIXe.
Alors, je dis que ces listes nominatives préfigurent le carnet anthropométrique. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment dans une logique de contrôle, de surveillance des populations gitanes. Le point de départ, ce sont ces listes, même s'il y a eu d'autres mesures. Et à partir de 1895 et de ce recensement, d'autres mesures administratives et policières vont être mises en place. Et effectivement, le summum, on l'atteint avec la mise en place de ce qu'on appelle le carnet anthropométrique, qui était à l'origine une pièce d'identité destinée aux délinquants. Et cette pièce d'identité donc va être étendue à l'ensemble des populations nomades qui ont obligation de le posséder, de le faire viser à chaque déplacement sous peine d'emprisonnement, et dans lequel on va trouver des photos d'identité, de face et de profil, mais également un certain nombre de mesures anthropométriques comme la largeur du buste, la taille du crâne, la longueur de certains doigts, du lobe des oreilles, etc., plus les empreintes digitales. Alors, ce carnet est obligatoire dès l'âge de 12 ans, et dans le carnet collectif, parce qu'au total, ce sont 5 pièces d'identité que les nomades devront avoir en leur possession, y figurent les bébés à partir de l'âge de 2 ans. Ils sont quelques centaines de tziganes à avoir ainsi été internés au camp de Rivesaltes, avant d'être transférés au camp de Salier dans les Bouches-du-Rhône. Ce sont les autorités allemandes qui avaient expulsé ces nomades d'Alsace-Moselle vers la zone non occupée. Car les Allemands, à leur tour, utilisent des camps d'internement en zone nord. Montreuil-Bellay et Jargeau sont les noms les plus connus de ces camps d'internement. Ainsi, c'est sur décision allemande que des milliers de tziganes sont internés dès octobre 1940. La politique allemande a donc visé les tziganes. Elle visera bientôt les communistes et les juifs en s'appuyant sur la police française. Il faut rappeler le rôle qu'ont pu jouer ces carnets anthropométriques, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est par ces carnets anthropométriques que la police arrêtait donc les tziganes. Emmanuel Sitou, anthropologue. Qui étaient donc fichés nomades comme indésirables et assignés à résidence avant même les ordres allemands, c'est-à-dire dès le 6 avril 1940, donc nous sommes encore en zone libre. On assigne les nomades à résidence, puis progressivement, on les interne dans des camps d'internement et les derniers ressortiront de ces camps en 1946. Et là, je le rappelle parce que c'est très important et c'est également une confusion qui a lieu au moment de l'affaire des Ritanos, ce sont des Français qui sont internés par d'autres Français. Les tziganes, une grande partie des tziganes, même s'il y a eu plusieurs vagues migratoires, sont présents en France depuis le XVe siècle, depuis exactement 1427-1429. Alors, c'est vrai qu'il y a une confusion à l'époque sur la nationalité donc, de ces gitanos, qui est entretenue à la fois par la presse et puis par toutes les déclarations. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, c'est effectivement le parallèle entre le traitement administratif et politique des populations tziganes au XIXe et celui que l'on aimerait instaurer au XXIe siècle est très proche. On peut faire énormément, de toute façon, de comparaison entre les deux périodes. Ce qui s'est passé récemment, c'est effectivement la même question de la nationalité qui s'est posée pour les tziganes à la fin du 19e. C'est-à-dire qu'on a eu un incident à Saint-Aignan au mois de juillet pour lequel immédiatement s'est posée la question des gens du voyage et la question de la nationalité. Or, là, les politiques qui sont engagés sur cette voie, sur ce discours, ont pris d'énormes risques parce que je crois que très rapidement, vu que les associations s'en sont saisies, ils se sont rendus compte qu'ils remettaient en question la nationalité de Français et de Français qui étaient présents sur le territoire depuis
beaucoup de générations, bien plus que la plupart d'entre nous. Donc progressivement, cette question des gens du voyage et cette question de la nationalité a commencé à s'orienter beaucoup plus vers les Roms et non plus vers ce qu'on appelle d'un point de vue administratif les gens du voyage, bien que là il était question de manouches finalement. Et la question des Roms, elle était beaucoup plus facilement attaquable que celle des manouches et des gitans présents sur le territoire français. N'accepterai aucun amalgame à l'endroit des nomades. Mais je veux que eux aussi comprennent que la loi est faite pour être respectée, y compris par eux-mêmes. Et j'ai bien l'intention que nous puissions poser des questions à des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui pilotent des automobiles que bien des travailleurs de notre pays ne pourraient jamais se payer après une vie de labeur. Dans ce quartier, tous sont gitans et tous sont français. Regardez où ils vivent. Ils vivent là déjà. Vous vous sentez... On est rejeté. Rejeté oui. de la société. Oh, oui. Et vous vous sentez français quand même? Non, mais je sais pas maintenant si on est Je sais français. plus. Je sais plus maintenant. Vraiment, je sais pas. Comment vous expliquez cette confusion qui est à l'époque perceptible, mais qui existe encore aujourd'hui? Alors, elle est compliquée à expliquer. Du côté des gadgets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tziganes, effectivement, moi j'entends souvent dire, quand je rencontre les gens sur ces questions-là, est-ce qu'ils sont français? Et là, effectivement, je suis obligée toujours de rectifier et de dire oui, un grand nombre de manouches et de gitans, et même certains Roms qui sont arrivés en France au 19e, voire même... bien avant, sont français. La confusion vient du fait, d'une part, que comme on les considère comme des indésirables, voire des parias, on préfère les mettre du côté d'une altérité lointaine, donc d'une appartenance à une autre nationalité. Ensuite, comme ce sont des populations qui sont quand même souvent reléguées en marge de la société, on a l'impression qu'elles ne sont pas agrégées à la société et que donc elles ne font pas partie de cette nationalité. Voilà. Après, du côté des tziganes, il y a également ce sentiment de non-appartenance à un groupe avec une désignation de l'autre qui n'est pas tzigane par gadget ou par français. Donc là aussi, c'est très éclairant. Mais tout ceci explique bien, montre bien comment il n'y a pas rencontre et comment il y a ce sentiment d'appartenance est parfois là et parfois ne l'est plus du tout. Quand on s'intéresse aux populations tziganes, on s'intéresse à la musique, on s'intéresse à certains écrits, on s'intéresse à tout un folklore qui a nourri la littérature et la musique. On s'intéresse moins à la culture. Et surtout, quand on évoque les populations tziganes, on évoque toujours ces clichés qui existent depuis des siècles et qui sont toujours du côté de la déviance, du côté de la dégénérescence. Et effectivement, cette déviance et cette dégénérescence, on a tendance à l'implanter lui donner origine loin de nos frontières. Voici sorti lui aussi de la foule de son peuple, Django Reinhardt, aujourd'hui musicien célèbre. Mais à côté de ces exemples qui sont le signe d'une évolution, le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Il reste un peuple qui ne quittera les 4 planches des roulottes que pour les 4 planches du cercueil. Un peuple qui sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien avec Emmanuel Sitou, anthropologue spécialisé dans les études de tziganes. Rendez-vous dans quelques instants pour la seconde partie.